Gabonais, chers compatriotes, je vous transmets avant tout mon salut le plus patriotique et le salut patriotique des partisans de la DTE, à ce qu'on appelle aujourd'hui destitution, transition, élection. Car il s'agit aujourd'hui pour nous de nous atteler à l'urgence de l'histoire. Voilà pourquoi je voudrais vous parler aujourd'hui, non pas pour faire un discours, mais réellement pour converser avec vous, dans un sens qui puisse nous permettre ensemble d'entrevoir les enjeux qui nous attendent. C'est donc aujourd'hui au peuple gabonais que je voudrais parler, mais je vais également parler aux leaders de la mouvance radicale, ceux-là même qui se trouvent au sein de l'Union nationale, au sein de l'Union sacrée, au sein du Front, version Kombila. Car aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Ce que je vais donc faire, c'est parler non seulement des enjeux, mais également clarifier le plan. J'ai bien envie de dire le seul plan qui pourrait nous permettre, dès maintenant, d'en finir avec Ali Bongo. Il est donc très important pour nous de comprendre ce qu'on appelle la DTE. La DTE n'est pas une notion compliquée. Elle suppose un certain nombre de faits mathématiques, dont l'idée qui dit que si on va à l'élection avec Ali Bongo comme candidat, avec Ali Bongo comme maître à gérer tout le système électoral gabonais, c'est-à-dire un contexte où le PDG, le parti et le système au pouvoir contrôlent entièrement tout le processus électoral. La conséquence est que personne dans l'opposition ne peut gagner. Ce sera donc Ali Bongo qui va gagner. Aller donc à l'élection dans ce contexte-là, c'est simplement consolider Ali Bongo, lui permettre de se maintenir au pouvoir. Donc il faut donc comprendre d'abord ce paramètre. Ça veut donc dire quoi? Si nous éliminons Ali Bongo de la course, cela donne une garantie, la garantie absolue, que ce sera forcément l'un de nos aînés de l'opposition qui sera président du Gabon. Pour résumer cette idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ali Bongo, candidat, et le système Bongo gérant l'élection, on aboutit à l'élection d'Ali Bongo et à son maintien. Ali Bongo éliminé, c'est forcément un opposant qui est au pouvoir à partir de là. Donc, l'équation devient très simple. Alors, ça nous dit quoi? Ça dit donc que nous n'avons pas besoin, sincèrement, de nous perdre dans des discours électoralistes, puisqu'on sait que forcément, ceux qui iront aux élections contre Ali Bongo vont les perdre. Pas parce qu'ils sont incapables de gagner, mais simplement parce que le système Bongo a été cousu pour permettre le maintien au pouvoir d'un Bongo. Tout simplement. C'est donc là une équation, à mon avis, très claire. La deuxième équation mathématique, c'est que, vous savez, pour pouvoir abattre un dictateur, il n'y a pas plusieurs manières de s'y prendre. Hein. Il y a toujours eu le paramètre de ce qu'on appelle la confrontation politique. La confrontation demande donc en réalité, des leaders assumant pleinement le rôle de leadership dans un contexte que j'appelle donc un contexte révolutionnaire, insurrectionnel, prennent sur eux de mener cette bataille. Et cette manière de mener la bataille veut donc dire que nous n'avons plus besoin d'être polis, nous n'avons plus besoin d'avoir un langage politicien. C'est le langage de la confrontation qu'il faut adopter, c'est le langage de la bagarre. Ça veut donc dire vous engagez, nous engageons contre Ali Bongo une bataille, une bagarre, une confrontation. Mais une confrontation dans laquelle l'équation la plus importante, ou plutôt l'élément le plus important, est le peuple gabonais. Un peuple qui, dans ce contexte-là, avec un leadership courageux, sans langue de bois, ce peuple
qui comprend dès lors que sa présence dans le combat est ce qui va déterminer finalement si Ali Bongo s'en va ou s'il reste au pouvoir. Ça veut donc dire que nous devons trouver la manière d'engager ce peuple pour que ce peuple soit prêt à être dans les rues pour revendiquer son droit à la dignité, son droit à la libre expression, son droit à la recherche du bonheur. Ces choses dont il a été privé pendant les près de 50 ans de bongoïsme que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui. C'est donc important, chers amis, de comprendre que dans ce combat, nous n'avons pas besoin de faire des stratégies secrètes. Parce que vous savez, il n'y a pas de groupe aujourd'hui qu'Ali Bongo et son système n'est infiltré. Quand vous constituez un groupe aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins un élément dedans qui est là pour écouter et rapporter ce que vous dites. Donc voilà pourquoi, dans le combat pour la révolution gabonaise, il faut simplement adopter une stratégie ouverte qui permet la communication à tout moment avec le peuple gabonais, mais dans un sens qui permette à ce peuple de s'avancer sans que le régime puisse l'empêcher. Ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la modulation stratégique que nous choisirions, quelle que soit la méthodologie, la manière dont nous voulons mener ce combat, il ne faut pas le faire avec des formules secrètes. Ça doit être des formules ouvertes qui engagent à chaque étape le peuple gabonais. Ça veut donc dire communiquer avec lui. Mais dans ce cas, ne choisir que des activités, des actions, des actes que le régime ne peut empêcher. En réalité, des actes où, si il essaie d'empêcher, il tombe, le régime. Et s'il laisse faire, il tombe également. C'est cela, l'équation du changement au Gabon. On ne peut pas faire des stratégies secrètes parce qu'on sait très bien que ces stratégies seront éventées. Il faut donc des choses savamment calculées, savamment étudiées, qui engagent tout le monde, mais de manière ouverte. Ça veut donc dire, et je prends ça comme exemple, si le leadership de l'opposition radicale dit « voilà ce qu'on va faire », le régime peut le savoir d'avance, mais dès lors qu'il ne peut pas l'empêcher, eh bien, ça n'a aucune incidence sur l'acte. Et même dans ce cas, s'il essaie d'empêcher, il aggrave même sa situation, puisque c'est là aussi que se trouve le piège. Il laisse faire, il chute. Il essaie d'empêcher, il chute. Et c'est à cela, finalement, que je convie aujourd'hui les forces vives de la nation. Et je vais parler de cela tout à l'heure, du plan tel que nous l'envisageons et tel que nous pensons que nous pouvons le gagner dans l'intervalle de temps qui nous reste. Il n'est pas trop tard. Au Burkina, il suffi de 3 semaines, plus ou moins, pour évincer un dictateur militaire. Au Gabon, on peut faire la même chose. Ce qui est important, c'est la détermination des leaders et une communication qui soit claire. Voilà pourquoi je voudrais en revenir d'abord à l'idée de comment mener ce combat. Il est important que l'Union sacrée, le Front, l'Union nationale et tous ceux qui partagent le combat radical, c'est-à-dire qui comprennent que sans le pouvoir démocratique de la rue, on ne pourra pas gagner ce combat. Il est important que ceux-là comprennent que nous ne pouvons pas galvauder en réalité les éléments qui pourraient nous amener au déclic stratégique qui mènerait par exemple le peuple gabonais dans les rues. Il est important de ne pas galvauder ce capital stratégique-là. L'idée donc d'aligner ultimatum après ultimatum, sans conséquence à chaque étape, est donc une manière donc de mener le combat qu'il faut mettre de côté. Ce n'est pas comme cela que nous voulons que ce combat soit mené, parce que vous savez, si vous avez mis trop d'ultimatums et qu'il n'y a eu aucune conséquence, ça aura pour, j'allais dire, résultat malencontreux, que ça démobiliserait le peuple à chaque étape, puisque un ultimatum doit être suivi de conséquences visibles.
On ne peut pas lancer un ultimatum ou enchaîner ultimatum après ultimatum pendant qu'on est assis dans un bureau. Il faut être quelque part en train de préparer chaque échéance pour qu'on voit qu'il y a des conséquences visibles à chaque étape. Donc, s'il y a encore des ultimatums que l'Union sacrée éventuellement aurait préparés, il vaut mieux peut-être attendre que nous ayons ensemble conçu un plan d'ensemble qui pourrait permettre que quand on lance ces ultimatums, il soit réellement suivi des faits. Parce qu'après, les gens vont plutôt rigoler en disant bon, ils ne font que lancer des ultimatums qui ne sont jamais suivis des faits. Donc, autant ne plus suivre ce qu'ils disent. Et ça veut dire que ce serait nous-mêmes qui serions en ce moment-là en train de démobiliser les Gabonais. On ne veut pas arriver à une situation où, en démobilisant les Gabonais, on laisse le terrain libre à Ali Bongo. Donc, ressaisissons-nous et essayons plutôt de voir comment articuler ces ultimatums dans un plan global dont je vais donner aujourd'hui les articulations majeures. Mais je compte évidemment mener des consultations avec la plupart des leaders de l'opposition radicale pour voir comment nous pouvons plus ou moins jumeler et consolider les différents efforts de manière à permettre une avancée réellement effective vers l'insurrection au Gabon. Donc, il est important que nous fassions aussi une analyse, j'allais dire, simple du contexte dans lequel nous sommes. Destituer Ali Bongo veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire en réalité? Nous voulons destituer Ali Bongo. Le problème, c'est que sans que nous puissions définir à l'avance le mécanisme par lequel nous allons destituer Ali Bongo, si nous ne sommes pas capables de définir à l'avance pour le peuple et pour la nation le mécanisme par lequel nous allons destituer Ali Bongo, il n'y a pas suffisamment de visibilité. Ça veut donc dire que la première condition de la réussite de ce plan, donc de cette dynamique pour la révolution au Gabon, doit en réalité doter le pays d'un enjeu politique de taille. Vous savez, au Burkina, l'enjeu c'était quoi? Il a fallu bloquer Compaoré au moment où ils voulaient changer un article de la Constitution. Donc eux, ils n'ont eu que cette opportunité. Nous, au Gabon, nous avons plein de situations là qui peuvent être exploitées dans une stratégie révolutionnaire. Mais on a besoin de positionner dans la conscience des Gabonais un enjeu qui soit de nature à les soulever, à les motiver à aller dans les rues parce qu'il s'agit de plus ou moins retrouver cette dignité qui a été confisquée par les Bongos depuis une cinquantaine d'années. Voilà pourquoi nous avions proposé à l'époque, et cela a fait l'objet du voyage que j'ai fait au Gabon au mois d'août. Nous avons dit que l'enjeu, le seul enjeu véritablement porteur serait, pour notre opposition, de s'engager à organiser ce que nous avions appelé une assemblée constituante. Je reviens donc sur ce plan, parce que c'est important que nous reprenions les grandes lignes de ce plan et que nous en faisions l'élément central de la révolution au Gabon. Puisqu'en réalité, destituer Ali Bongo veut dire quoi? Ça veut dire se doter d'un mécanisme de destitution. Mais nous savons que dans le cas du Gabon, Ali Bongo, par exemple, ne démissionnera pas de lui-même sans être forcé. Il faut donc trouver un mécanisme pour le forcer à la démission. Nous savons qu'Ali Bongo ne sera pas destitué par l'Assemblée nationale actuelle, surtout que ceux qui auraient pu jouer un rôle positif de l'intérieur, avant même de démissionner, je parle des anciens PDG ou de ceux qui ont récemment démissionné, du PDG et donc aussi de l'Assemblée nationale, que ceux-là auraient pu jouer un rôle fondamental dans la remise en question d'Ali Bongo, puisqu'ils auraient pu initier depuis l'Assemblée nationale, au moment où ils y étaient encore, de manière coordonnée, ils auraient pu initier
une action en destitution d'Ali Bongo. Malheureusement, ils ont démissionné et ont donc perdu le pouvoir qu'ils avaient. J'essaie d'imaginer un cas où Zouba, pendant qu'il était encore au perchoir de l'Assemblée, pendant qu'il en était encore le président, il aurait pu convoquer une réunion spéciale, une session spéciale du Parlement, pour poser la question de la destitution d'Ali Bongo. Même si ça n'aurait pas abouti, ça aurait eu pour au moins comme avantage, de plonger déjà le pays dans une crise politique qui était au total des avantages d'Ali Bongo. Vous comprenez donc que cette assemblée-là, certainement peut faire partie d'un plan dans le contexte de la mise en vigueur d'un certain nombre d'ultimatums, mais sans attendre forcément que cette assemblée s'exécute. On utiliserait donc leur refus d'action comme un déclic plutôt vers l'insurrection. Mais cela veut aussi dire préparer par l'opposition elle-même une action en destitution qui soit porteuse non seulement de symboles historiques, comme l'idée d'une assemblée constituante, puisque les Français eux-mêmes, après la Révolution, dans le contexte de la Révolution française, sont passés par là. Une assemblée constituante porte en elle les termes, la terminologie, le contexte, l'esprit de ce que nous voulons accomplir. Assemblée constituante parle de constituer, donc écrire une nouvelle constitution, donc proclamer une nouvelle république en fin de compte. Or, nous savons que nous n'avons pas besoin du régime pour cela. Voilà pourquoi nous, à l'époque, nous avions rejeté l'idée d'une conférence nationale, parce que nous pensions que la conférence nationale n'avait pas pour objet réellement d'établir la rupture. Elle permettait plutôt un contexte de négociation où le régime pouvait encore imposer une certaine volonté et faire qu'on n'obtienne pas grand-chose de ce que nous recherchons. À ce moment-là, la conférence nationale ne se présente pas comme un outil capable réellement de répondre aux attentes de rupture des Gabonais. Nous pensions plutôt, nous, que la méthode qui consisterait pour notre opposition à organiser elle-même quelque chose qui ressemblerait à une conférence nationale, mais qui serait plutôt appelée assemblée constituante parce que organisée de manière autonome par les forces vives de la nation, par le pays. Ça veut donc dire une marginalisation totale du régime Bongo dans ce processus-là, qui nous permettrait donc d'en ressortir avec une nouvelle constitution, mais également les paramètres qui vont établir la transition politique vers de nouvelles élections qui soient crédibles et basées sur une constitution réellement démocratique. Voilà, si vous voulez, les finalités premières d'une action autonome menée du début à la fin par l'opposition elle-même. L'Assemblée constituante devient donc, en fait, le mécanisme par lequel nous organisons cette destitution-là. Mais seulement, organiser l'Assemblée constituante n'est pas suffisant en elle-même. Il faut y ajouter des paramètres stratégiques qui vont permettre par la suite ce qu'on appelle la prise de pouvoir. Parce que vous savez, qu'on aille à une élection comme certains veulent le faire, et après dire qu'on a gagné, bon, c'est bien de dire qu'on a gagné, c'est ce qui est arrivé avec Mbobam. Mais si vous n'avez pas le mécanisme par la suite pour accéder au pouvoir, votre proclamation de victoire ne sert strictement à rien. Donc l'Assemblée constituante dont nous parlons aussi est un mécanisme de mobilisation du peuple gabonais vers un enjeu. C'est-à-dire que dès lors qu'on positionne dans l'espace et le temps une idée comme celle-là, qu'à telle date, il y aura une Assemblée constituante au Gabon pour refaire la Constitution et organiser la destitution d'un dictateur, eh bien ça devient une date marquante qui va concentrer l'attention de tous les Gabonais. Mais entre-temps, on mobilise, on fait le tour du pays,
on évite évidemment des ultimatums sans lendemain. Ce qu'on fait, c'est que s'il y a un ultimatum, ça doit être une étape pour non seulement radicaliser les Gabonais, mais également les amener de manière assez virile à une situation où ils seraient prêts à réclamer leur dignité par ce que je continue d'appeler le pouvoir démocratique de la rue. Ça veut donc dire que l'Assemblée constituante, qui serait positionnée dans l'espace, dans le temps, comme outil de mobilisation, devient cet élément que nous positionnons dans le futur. Mais entre-temps, il y a des étapes, des ultimatums, des situations qui mènent à la crise politique. En fait, on n'est même pas obligé d'arriver à l'étape de l'Assemblée elle-même, parce que ce qui se passe entre les deux là, le moment où on l'annonce et les éléments mobilisateurs qu'on met en place, il est possible que le régime chute avant même ce moment-là. Ça veut donc dire que ce qui est important, ce n'est pas l'Assemblée elle-même, c'est les étapes intermédiaires. Puisqu'il y a pas mal d'étapes d'ultimatum, il y a pas mal d'étapes de mobilisation. Et à chaque étape, nous amenons à une crise politique qui laisse entrevoir des situations dangereuses si en fait Ali Bongo ne s'en va pas. Ça veut donc dire que nous acculons le pouvoir en place à une situation où il n'y a pas d'autre choix que la démission d'Ali Bongo. Mais nous ne pouvons pas accomplir ça si nous avons d'un côté le langage de l'élection et de l'autre le langage de la révolution. Il faut choisir. Soit c'est la révolution et on se concentre dedans à 100% pour réussir parce que nous n'avons pas d'autres options. Il n'y a pas d'autres options. C'est soit on participe aux élections, mais on sait qu'on va les perdre et donc on va simplement valider Ali Bongo et le laisser continuer. Soit on dit cette option, elle est à bannir. Et la seule manière de la bannir, c'est de désarçonner Ali Bongo avant même cette élection-là. Et nous avons encore le temps pour le faire. Je vais en parler tout à l'heure. Je voudrais donc que nous tenions compte de l'importance de cette idée d'assemblée constituante comme élément mobilisateur. Une fois que c'est positionné dans le futur des Gabonais, à une date précise, ça devient un élément mobilisateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chers compatriotes? Ça veut dire que nous avons à simplement comprendre que si nous mettons en place un arsenal d'actions, de mobilisation, ces actions doivent constituer non seulement des actions mobilisatrices, mais également établir un crescendo vers la confrontation, la seule manière en réalité de venir à bout du régime Bongo. Nous ne parlons pas d'une confrontation militaire, nous parlons d'une situation où le peuple dit et décide qu'il ne se laissera plus jamais brimer, ne se laissera plus jamais martyriser. Nous entrons dans une étape que nous appelons l'étape de défiance, la désobéissance civile, qui entraîne plein d'actions que le régime ne peut empêcher, mais qui ne vont faire que nous amener graduellement, progressivement, vers le moment de la chute d'Ali Bongo. Ça veut donc dire adopter une attitude de défiance. Je vais prendre un exemple. L'autre jour, on sait que Madame Chantal Miboto, Gonjou Miboto, donc, avait été convoquée par le B2. Nous, dans notre opposition, parfois on a tendance à dire « ouais, il ne faut pas y aller parce qu'on va arrêter quelqu'un ». Mais en réalité, non. Ce sont là, en fait, les bons moments qui nous permettent des stratégies de mobilisation. C'est-à-dire que nous utilisons le régime contre lui-même. Vous savez, à chaque fois que le régime veut brimer des opposants, il compte sur la peur. Et donc, cette peur peut faire que les gens se disent « oh, il vaut mieux ne pas y aller » ou voilà, parce qu'on évite. Au contraire, utilisons, comme au judo, cette tentative du régime contre lui-même. Puisque le régime veut brimer, ben, on l'accule à l'obligation de brimer. Parce que s'il ne brime pas, on ne peut pas établir que c'est une dictature. Et si on n'a pas cette confrontation,
On ne peut pas gagner un combat puisque eux, ils sont dans leur bureau, nous, on est dans nos bureaux. Personne, donc, n'organise le combat. Il n'y a pas d'opportunité de confrontation. Or là, quand on parle de révolution, nous parlons le langage de la bagarre. Ça veut donc dire une attitude de défiance qui va au bout de la logique insurrectionnelle. Par exemple, donc, si on convoque, par exemple, Mme Imboto, comme l'autre jour, elle peut aller faire une déclaration publique, bien médiatisée, pour dire, écoutez, dans ce Gabon, nous savons que le régime n'est pas un régime de justice. Quand il vous convoque, c'est dans les arbitraires que nous savons, hein, les arbitraires qui consistent généralement à vouloir brimer l'opposition. Et comme c'est une justice où nous savons coupables avant même d'avoir été jugés, il n'y a pas de présomption d'innocence dans le système gabonais. Vous êtes coupable avant même d'avoir été jugé. Eh bien, nous allons leur épargner la peine. Donc moi, Chantal Miboto, par exemple, je vais directement, non pas aller au B2, je vais me rendre à Gros Bouquet, me constituer prisonnière. Comme cela, on leur épargne les interrogatoires et tout le reste. Ça veut donc dire que ce jour-là où on a été convoqué par le B2, nous on choisit d'aller se constituer prisonnier. Donc Madame Miboto peut dire, écoutez, je vais faire 5 km à pied pour me rendre au Gros Bouquet, au vu et au su des Gabonais, puisqu'on doit montrer avec preuve à l'appui que voilà, j'ai été effectivement arrêté et je ne vais pas le faire en catimini, je veux que les gens voient qu'on m'a arrêté en public. Donc je me rends au Gros Bouquet et non pas au B2. Et voilà donc Chantal Miboto qui fait sa marche de 5 km pour aller se constituer prisonnière. Mais vous savez très bien que si elle l'a bien annoncé de manière médiatique, au moment où elle quitte chez elle pour se rendre là-bas, je suis sûr qu'elle finira là-bas au moins avec 500 Gabonais qui seront venus voir comment on l'arrête. Et elle arrive là et dit, voilà mes mains, menotez-moi, je suis prisonnière, alors arrêtez-moi. Et on attend donc à ce moment que le régime l'arrête. Mais vous savez très bien que peut-être que le régime va reculer, mais s'il recule, c'est une victoire pour nous. Et si ils essaient de disperser cette foule-là, mais c'est là le premier déclic de la révolution. Ça veut donc dire qu'on essaie de l'arrêter ou de chasser les Gabonais, ben on revient le lendemain, on dit on veut être prisonnier puisque vous avez convoqué. Vous avez convoqué pourquoi? Pour nous accuser d'expression libre, nous supposons, puisque dans ce pays, vous brimez ceux qui veulent s'exprimer démocratiquement. Vous refusez la démocratie. Voilà pourquoi vous nous convoquez au B2. Mais on vous épargne cela, on se constitue prisonnier. Et donc, Mme Miboto pourrait être, dès ce moment-là, le déclic qui peut faire que nous parlions du début de l'insurrection au Gabon. Là, ce n'est qu'un exemple. Mais il y en a plusieurs, puisque le régime a toujours convoqué les leaders politiques. Mais si nous adoptons une attitude de défiance, qui dit c'est pas grave. Dès qu'on est convoqué, on va se constituer prisonnier directement. Eh bien, nous allons, en réalité, prendre le contre-pied de ce régime et faire exactement œuvre symbolique, mais symbole qui s'insère radicalement dans cette méthodologie de la défiance, qui devient par la suite l'élément même central d'une révolution dans laquelle nous entraînons notre peuple avec nous à ses côtés pour que ce soit finalement la victoire du peuple. C'est-à-dire que le régime essaiera toujours de brimer les gens qui l'encombrent. Mais au lieu de céder directement à ces interpellations, faisons du judo politique avec ça. Ça veut donc dire, adoptons une attitude de résistance qui va en réalité amener à la confrontation. Donc quand Chantal Miboto ou Miboto lui-même sont, par exemple, comme on le voit, convoqués au tribunal ou au B2, l'idée c'est de dire dans une déclaration publique que nous n'irons ni au tribunal ni au B2, puisque là-bas c'est des interrogatoires et des questionnements qui établissent la culpabilité des Miboto avant même qu'il n'ait été jugé. L'absence de présomption d'innocence étant la norme au Gabon, il est simplement important de dire, écoutez, on ne va pas perdre notre temps à aller au B2 ou au tribunal, on va directement
au gros bouquet, se constituer prisonnier. Je pense que c'est là l'attitude globale de défiance à avoir. C'est-à-dire, ok, c'est pas la peine d'aller se faire juger, on va directement en prison. Donc, nous allons, à gros bouquet, nous constituer prisonniers, puisque c'est cela la conséquence logique dans un système fait pour brimer. Ce n'est pas un système pour rendre la justice. Nous savons déjà, par exemple, que les griefs qui sont même faits au Miboto et à beaucoup d'autres Gabonais, c'est quoi? Voilà, Ali Bongo ne veut pas reconnaître l'acte de trahison qu'il a commis à l'encontre de la République. Et il essaie de brimer les gens pour les faire taire. Eh bien, nous, on doit dire, on ne se taira pas. Tu dois démissionner et nous ne céderons ni à la peur, ni aux brimades. Donc, nous allons en prison directement, on va voir où ça va aboutir. Donc, je pense que c'est là la donne la plus intéressante. Oui, les Mobutu peuvent certainement aussi décider d'aller au tribunal, mais ne pas y aller seuls. C'est-à-dire qu'ils doivent décider de marcher peut-être 3 km ou 2 km. Donc, choisir un point de rassemblement en un endroit précis et se rendre à pied au tribunal en disant bien aux Gabonais que nous y allons pour subir l'interpellation. Nous y allons pour nous faire arrêter, puisqu'en fait, nous ne pouvons attendre aucune justice de ce monsieur-là, d'Ali Bongo, de son système. Donc nous allons nous constituer prisonniers, et tous les Gabonais qui suivent cela doivent simplement accompagner ces leaders-là. Donc, si les Miboto décident effectivement d'aller au tribunal, les Gabonais doivent les accompagner et demander aussi à être jugés, puisqu'ils demandent tous qu'Ali Bongo démissionne. Et il faut être clair, nous n'en sommes même plus aujourd'hui à essayer de demander à Ali Bongo de produire un vrai acte de naissance. Ce débat est dépassé. Nous savons qu'il a utilisé un faux. Donc le débat de lui demander même de fournir un acte de naissance ne sert à rien. Nous savons qu'il a fait usage de faux. Et comme le crime ne peut pas être réparé par même la production d'un acte de naissance conforme, vu qu'il est président sur la base du faux, on ne peut pas réparer ce mal. Ce mal doit être puni, Ali Bongo doit démissionner. Et s'il ne peut pas démissionner, on doit l'y forcer. Et l'y forcer commence justement par ces actes de défiance qui commencent petitement, mais finissent toujours par faire boule de neige dans un pays où les gens savent exactement ce qu'ils font. Et notre opposition a une multitude d'atouts capables aujourd'hui de produire le résultat d'une confrontation politique dans la rue et qui amènerait à la chute du dictateur. Donc, le cas des Miboto est là pour nous montrer en fait le type d'exemple que nous pouvons suivre dans le cadre de cette attitude nouvelle que nous appelons une attitude de défiance, une attitude de désobéissance civile. Mais il y aura d'autres brimades demain contre d'autres leaders, contre des leaders étudiants. Nous devons toujours être prêts à accompagner cela. Donc je dis, que ça soit au B2 ou au tribunal, les Miboto, le premier choix, ce qui est le mien, c'est de ne pas aller au tribunal, ni au B2, mais de faire une déclaration publique qui dit qu'ils vont se rendre directement, se constituer prisonniers à gros bouquet. À partir de là, ils se soumettent à l'arrestation. Maintenant, il faut mettre le régime devant ses responsabilités. Si il doit les arrêter, qu'il les arrête. Maintenant, s'il ne les arrête pas, qu'ils repartent à la maison tranquillement, parce que là, le régime sera acculé à l'obligation soit de les arrêter, soit de les laisser partir. S'il les laisse partir, il est humilié. S'il les arrête, il déclenche la révolution. Alors, pareil pour le tribunal. Si nous décidons, évidemment, si les Miboto décident qu'ils vont se rendre à cette plainte, il faut simplement se faire l'objectif de faire un tronçon de route à pied de 2 km au minimum. Et d'appeler les Gabonais à servir de témoins à cette affaire. Et aller au tribunal, défier le tribunal en disant, écoutez, nous on s'en fout du procès ou des interrogations, puisque dans vos têtes nous sommes déjà coupables. Alors arrêtez-nous maintenant, nous sommes là pour être prisonniers. Et avec nous arrêtez les Gabonais qui sont derrière nous et qui demandent la même chose. Arrêtez-nous.
Nous n'avons pas de temps à perdre avec vos conneries. Ce sont des conneries. Vous voulez nous impressionner, nous brimer. Vous croyez que nous en sommes encore à l'étape où les Gabonais ont peur? Arrêtez-nous, ou alors taisez-vous. Et M. Bongo quitte le pouvoir. Voilà les éléments qui établissent le bras de fer, la confrontation. Et le régime lui-même va creuser sa tombe progressivement, chers amis. À nous d'utiliser le judo politique. Chaque acte de brimade est un acte que nous pouvons utiliser contre le régime. Lui renvoyer le boomerang de telle manière qu'un acte de brimade se transforme automatiquement en un acte insurrectionnel, capable d'amener à la chute du régime. Les choses qui font tomber un régime sont souvent des choses inattendues. Ça part de choses parfois simples, comme celle-là. Et peut-être que demain, ce sont les Muboto qui auront contribué à libérer le Gabon simplement parce que, par leur courage, leur abnégation, leur utilisation de ces brimades contre le régime, eh bien, seront devenus des éléments agissants dans le cadre du combat qui nous oppose à la dictature. Voilà pourquoi, chers compatriotes, il est important de comprendre ce que nous appelons la désobéissance civile. C'est un acte de révolte, mais aussi un acte de résistance qui dit que nous ne nous laisserons plus brimer. On nous menace, nous nous défendons. C'est cela que ça veut dire. Donc si demain nous sommes dans la rue, les policiers nous attaquent, mais enfin, comprenez bien ce que nous disons. On envoie 300 gendarmes ou 300 policiers. Si nous sommes 1000, ça veut dire que nous avons au minimum 3 personnes contre une dans ce cas-là. Eh bien, ça veut dire à 3 personnes, voilà, leurs policiers, et on y va. L'idée, c'est que nous ne pourrons jamais nous mettre dans l'idée que nous allons attaquer des policiers, parce que nous, on veut marcher, on veut affirmer notre droit à la liberté. Donc, nous assumons notre liberté. Mais nous ne laisserons jamais qui que ce soit nous en priver. Ça veut donc dire que si un policier nous encadre dans le cadre de notre marche, ça va, c'est leur devoir. Mais si il est là pour nous empêcher d'affirmer notre libre arbitre, notre volonté citoyenne, notre capacité de protester conformément aux droits universels qui sont les nôtres, eh bien, nous avons le droit de nous défendre. C'est un acte de légitime défense. Donc, si c'est la bagarre qu'Ali Bongo veut, on lui donnera la bagarre. Je parle donc ici de simplement nous mettre dans cette attitude de défiance parce que c'est elle qui sera porteuse demain des grands changements que nous attendons. Je vais donc ajouter ici, pour continuer dans cette idée, que l'Assemblée constituante, elle est en fait facile à organiser. Ce n'est pas compliqué. Il faut l'envisager un peu comme on l'a vu dernièrement avec l'Union nationale qui a fait son congrès. La différence, c'est que dans ce cas, ce n'est pas un congrès de partis, mais une réunion populaire. L'Assemblée constituante, c'est simplement l'idée que dès lors qu'on l'annonce et qu'on la positionne dans l'espace et le temps comme élément de mobilisation, je prends une date. Imaginons que nous disions l'Assemblée constituante se tiendra le 15 juillet. C'est d'ailleurs une date qu'on peut proposer et commencer à travailler à partir de cette date-là. Donc, elle se tiendra du 15 au 18 juillet, donc 3 jours par exemple. Évidemment, comprenez cela. Nous avons en tête le modèle de la conférence nationale. La différence ici, c'est que ce n'est pas une conférence nationale puisqu'elle n'est pas organisée par le régime. Nous parlons d'une assemblée organisée par l'opposition elle-même. Donc nous positionnons l'Assemblée constituante au 15 juillet. Ensuite, nous établissons dès maintenant une tournée de mobilisation où nous allons dans les provinces, les villages, les départements, partout où nous savons les Gabonais mobilisables. Nous y allons.
pour faire un discours révolutionnaire, leur vendre la bagarre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous savons que des gens comme Ping, ceux qui sont dans la campagne, vont là-bas pour leur dire de se préparer à voter. Ce n'est pas cela qui est important aujourd'hui. Leur vote ne comptera en rien. Cette élection ne sera gagnée ni par Ping ni par quelqu'un d'autre si Ali Bongo est candidat. Il faut qu'on le sache. Ping ne gagnera pas d'élection au Gabon si Ali Bongo est candidat. Nzouba ne gagnera pas d'élection au Gabon si Ali Bongo est candidat. Et si le système PDG organise de manière unilatérale cette élection, aucun opposant ne gagnera. Il faut que ça soit clair. C'est une équation inviolable. Ça veut donc dire que la seule manière d'en finir, c'est non pas de boycotter, parce que nous ne sommes pas pour le boycott de l'élection. Donc nous disons, l'élection elle-même n'est pas une option. Le boycott n'est pas non plus une option, parce que le boycott veut dire laisser à Ali Bongo en fait le terrain libre. Et lui, il ne rougit pas de cela. Il dira, ben, l'opposition va boycotter, ben, je suis président. Voilà. Donc nous n'avons en réalité qu'une seule option. C'est l'option de la bagarre, parce que nous savons qu'il n'y a que les vincements d'Ali Bongo qui garantit que nous aurons un candidat, un président nouveau au Gabon qui soit issu de l'opposition. C'est la seule garantie mathématique. Ali Bongo n'étant pas là, c'est un opposant qui gagne. Donc, la solution n'est pas dans l'élection. Donc, nous, ce qu'on ferait dans la tendance DTE, c'est une mobilisation de la rue, mais aussi de l'arrière-pays. Nous devons faire une contre-campagne contre l'élection. Parce qu'Ali Bongo, lui, il va faire la campagne comme les opposants. Il ira dire aux Gabonais, préparez-vous à voter, je suis votre candidat, je vais gagner. Mais les opposants font la même chose. Donc, ce discours électoraliste avantage Ali Bongo puisqu'ils sont tous dans la même visée politique. Mais nous irons faire le contre-discours de cela en disant « Préparez-vous plutôt à la révolution ». Parce que de Libreville, nous vous lancerons les mots d'ordre qui nous permettront de reprendre en main notre pays collectivement. Ça veut donc dire que si nous lançons des ultimatums, ces ultimatums doivent s'intégrer dans cette dynamique-là. Ça veut donc dire qu'aucun ultimatum ne peut être lancé s'il n'est pas suivi d'actions de terrain. Par exemple, quand l'Union sacrée a lancé l'ultimatum de la démission d'Ali Bongo, il était important que toute cette semaine-là fût suivie d'actions de mobilisation dans tout le pays pour préparer le peuple à la fin de ce premier ultimatum, qui aurait dû être marqué par un grand moment historique de mobilisation pour dire, écoutez, la première étape est passée, nous passons à la seconde, mais cela toujours de manière publique. Ça aurait donc demandé que nous fassions des tournées à l'intérieur du pays, à l'EOIM, Port-Gentil, Mouila, ainsi de suite. Quand un deuxième ultimatum arrive, il est aussi marqué, et en fait une tension qui va monter crescendo progressivement et nous mener petit à petit à ce moment que nous appelons le moment de l'ingouvernabilité. Parce que nous voulons que le Gabon atteigne le seuil de l'ingouvernabilité. Nous devons être capables de démontrer au monde qu'Ali Bongo ne maîtrise plus le pays, puisque dans ce moment d'ingouvernabilité où il perd le contrôle du pays, il perd aussi en même temps le pouvoir. C'est ce qui est arrivé à Blaise Compaoré. Il nous faut donc travailler à asseoir les mécanismes de l'ingouvernabilité au Gabon. Et il n'y a que cette assemblée constituante qui va nous le permettre. Pourquoi? Parce que c'est un moment important dans l'histoire qu'on va établir, qu'on va dater. Et le peuple conscient de la progression vers ce moment sera mobilisé progressivement, graduellement, au point que, comme je l'ai dit, on n'arrivera peut-être même pas à l'Assemblée avant la chute du régime. Parce que ce qu'on va faire entre les deux là sera si inédit. On n'aura jamais vu ça dans l'histoire du Gabon. Et nous garantira en réalité la chute du régime Bongo. L'Assemblée constituante est donc, à mon avis, le mécanisme par lequel nous devons passer pour mobiliser notre peuple. Et comme je l'ai dit, dans le mot constituante, on a la nouvelle constitution du Gabon. Nous avons les mécanismes qui vont nous permettre d'établir une transition politique et ensuite d'organiser des élections dignes de ce nom. Donc, par cette méthodologie d'assemblée constituante, le peuple lui-même va destituer Ali Bongo.
Et par cette méthodologie, nous mettons en place un gouvernement de transition qui va se charger d'entériner la nouvelle constitution qui aura été votée justement lors de l'Assemblée constituante et ensuite organiser de nouvelles élections. Ça veut donc dire une période de transition d'à peu près 1 an. Voilà. Donc l'Assemblée constituante aura cette étape que, pour revenir au plan, que quand nous faisons donc le tour du pays, nous nommons et mettons en place des mécanismes de délégation. Nous mettons en place des délégués. Ces délégués sont donc ceux qui vont monter à Libreville pour l'action constituante. Cela va donc demander que la tournée nationale que nous allons faire de mobilisation, la tournée nationale de mobilisation pour préparer le peuple à l'insurrection, sera aussi une tournée de mise en place de ces mécanismes-là. Donc, si nous disons l'Assemblée constituante se tient le 15 juillet, ça nous laisse par exemple tout le mois de juin pour faire cette tournée-là, préparer le peuple pour déboucher à ce moment inédit dans l'histoire de notre pays. Ça veut donc dire que, le moment venu, les délégués que nous avons mis en place doivent remonter à Libreville. Si nous disons 300 délégués, bien choisis, ben c'est 300 personnes qui vont monter à Libreville. Si nous disons 600 délégués pour donner encore plus d'importance à cette manifestation, eh ben c'est 600 délégués qui viennent à Libreville pour voter la nouvelle constitution. Établir un gouvernement de transition et organiser notre pays selon des paramètres qui seront les paramètres correspondant aux aspirations fondamentales de notre peuple. C'est cela, chers compatriotes, qui est important aujourd'hui. Alors cela m'amène maintenant à la manière de financer ce grand moment. Vous savez, nous compliquons parfois l'équation, alors que l'équation est simple. Nous avons au Gabon, et parce que ceci est important, je m'adresse surtout là à ceux de nos leaders qu'on dit riches, je ne sais pas l'étendue de leur richesse, mais supposons qu'ils soient suffisamment nantis, parce qu'en tant qu'anciens membres du régime Bongo, bon, ils ont accumulé quelques richesses. Supposons donc qu'ils soient suffisamment nantis. Nous devons leur poser la question fondamentale, qui est la suivante. Nous savons qu'une campagne électorale, imaginons qu'ils soient 6 d'entre eux, à aller à l'élection. Une campagne électorale au Gabon va coûter au minimum 100 millions de francs CFA. Dans les 100 millions, nous mettons par exemple 20 à 25 millions de caution à payer. Donc dans le cas de la caution qu'on introduit dans le dossier de candidature, 20 à 25 millions à payer et peut-être 75 millions pour faire la tournée du pays, la logistique et tout le reste. Donc au bas mot, à peu près 100 millions pour une campagne modeste. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire dans le contexte actuel. Si les 6 leaders vont à l'élection contre Ali Bongo, chacun va perdre 100 millions. Nous parlons donc de 600 millions de francs CFA qui seront perdus, puisqu'ils ne vont pas gagner. Ça veut donc dire qu'ils sont allés jeter 600 millions. Ils sont allés jeter 600 millions à la poubelle, puisque personne ne gagnera. Voilà d'abord la première dimension de cette équation. Si Ali Bongo est candidat, si le système Bongo organise cette élection, nous aurons au minimum, parce que je ne compte pas tout le monde, je prends seulement 6 leaders anciens pédégistes nantis. Nous aurons au minimum 6 candidats qui vont aller perdre 600 millions pour rien contre Ali Bongo, et ils vont perdre. Mais nous savons que ça sera probablement des milliards, vu le nombre de candidats et vu ce que certains dépensent pour s'attirer les faveurs du peuple, avec des méthodes parfois qui nous rappellent le bongoïsme. Mais ça, c'est une autre histoire. On y reviendra peut-être. Mais parlons donc de nos 6 candidats.
Par contre, imaginons que chacun de ces candidats se rende compte que, bon, en fait, c'est vrai, je vais aller perdre 100 millions pour rien, puisque je ne vais pas gagner. Imaginons maintenant que chacun de ces 6 candidats se dise, écoutez, comme c'est le cas, je vais plutôt prendre mes 25 millions de caution, pas les 100 millions. Nous parlons des 25 millions de caution que j'allais me payer pour la caution et les mettre dans la caisse DTE que nos jeunes veulent mettre en place. 25 millions. Vous voyez, ça veut dire que sur 6 personnes, anciens pédégistes, nantis, chacun donnant 25 millions, nous avons automatiquement une caisse de 150 millions. Or, c'est le budget que nous avons calculé pour mener à bien cette révolution-là. Ça veut dire que nous avons besoin, en fait, dans le combat DTE, d'avoir une caisse de 150 millions. 150 millions qui vont être affectés à l'usage spécifique d'organiser cette révolution, de financer cette révolution. Et nous sommes en train de démontrer que 6 leaders nantis du Gabon peuvent rassembler ce montant-là. 6 seulement. Si chacun donne 25 millions. Nous avons besoin d'un budget de 150 millions. Mais 6 leaders avec des moyens au Gabon peuvent rassembler cela. Vous voyez, non seulement dans ce cas-là, il restitue partiellement au peuple gabonais certaines de ces sommes qui relèvent un peu de ce qu'on sait du régime Bongo. Donc une meilleure manière de demander pardon, parce que parfois on entend ici et là, oui j'ai demandé pardon au peuple gabonais, mais non, on ne demande pas pardon en gardant tout, on demande pardon en donnant un peu. Nous on dit que le minimum serait bien que chacun dise, écoutez, pour le combat qui nous débarrasse du bongoïsme une bonne fois pour toutes, je vais sacrifier 25 millions. Donc si on en a 6, ça fait 150 millions de francs CFA que 6 leaders pourraient mettre dans la caisse DTE et nous permettre de gagner ce combat contre Ali Bongo. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Les 150 millions vont être utilisés pour la logistique globale qui nous permettra à tous de faire la tournée du pays, de vendre la révolution et de mobiliser, préparer les Gabonais à cette idée. Donc faire une contre-campagne contre Ali Bongo et ses complices d'opposition qui sont candidats et qui font la candidature dans l'électoralisme le plus béat, alors qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Donc c'est une méthode très simple de pouvoir arriver à une situation où 6 leaders seulement pourraient financer la révolution au Gabon. Les Gabonais le reconnaîtront parce que vous savez, les Gabonais ont la mémoire qui reconnaît à chacun son sacrifice. Les 6 leaders en question là, forcément, peut-être demain, les Gabonais soutiendront l'un d'entre eux pour nous amener à la victoire dans une élection crédible. Les Gabonais n'oublieront pas ce sacrifice-là. Mais nous disons, au lieu de demander à une seule personne, demandons à 6. Si les 6 donnent 25 millions chacun, nous avons les 150 millions dont nous avons besoin pour financer l'Assemblée constituante. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que cet argent va être utilisé pour les tournées de tout le monde, d'ailleurs, puisque tous les leaders seront impliqués dans cette tournée-là. Les 150 millions seront également utilisés pour la logistique globale, des meetings et ainsi de suite. Et aussi pour faire remonter les 300 à 600 délégués que nous aurons décidé de faire monter à Libreville dans le contexte du vote de destitution lors de l'Assemblée constituante et donc de proclamation de la nouvelle République. Cela va demander ce minimum-là pour organiser l'Assemblée constituante. Mais on peut même adoucir le niveau de sacrifice de chacun. Imaginez que ce soit plutôt 10 leaders sortis du PDG qui décident de s'engager dans ce combat-là pour la destitution d'Ali Bongo. Ça veut donc dire si nous avons besoin de 150 millions et ils sont 10, ben c'est 15 millions chacun. Vous voyez que même ce qu'on leur demanderait baisserait. Chacun donnant 15 millions, nous avons 150 millions et avec ça, nous pouvons déployer l'effort DTE. L'Assemblée constituante est le maillon, le seul réellement capable de mobiliser le peuple parce qu'elle contient dans sa formulation la base même de la procédure insurrectionnelle. Si l'Assemblée nationale gabonaise ne peut pas le faire, le peuple doit se substituer.
Et dès lors que le peuple se substitue, il devient en lui-même un élément constituant. Ça veut donc dire que le peuple s'érige en assemblée pour arracher le pouvoir de ceux qui le prennent en otage. Et à partir de là, il organise sa propre finalité et sa propre destinée. Ce combat n'est pas compliqué. Je ne vais pas m'étaler dans les détails intermédiaires parce que nous savons que c'est dans ce cadre-là que se situera la préparation que nous envisageons. Mais ce que je veux dire, c'est que le cadre global est porteur. Nous pouvons gagner ce combat-là en positionnant l'Assemblée constituante comme l'élément central vers lequel tout le monde va aspirer, tout le peuple, de manière à ce que nous soyons capables dans l'intervalle de mobiliser le peuple. Et comme je l'ai dit, c'est dans l'intervalle que tout se passe, parce que c'est là que vont s'organiser les actions de défiance, les actions de désobéissance civile, tout ce qui va mettre à mal le régime Bongo et plonger le Gabon dans cet état-là d'ingouvernabilité qui est propice à la prise de pouvoir par le peuple et pour le peuple, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Ça veut donc dire que l'opposition radicale qui se situe à l'intérieur de l'Union sacrée, de l'Union nationale, du Front uni de l'opposition version Kombila, cette opposition radicale doit se réorganiser autour de ces grands principes, adopter comme élément central l'organisation par elle-même de l'Assemblée constituante, le financement par elle-même de cette Assemblée constituante, puisque nous parlons là d'un budget minimaliste de 150 millions, venant d'à peu près 6 à 10 leaders ayant un peu de ressources. S'ils sont 6, ça leur demande 25 millions chacun. S'ils sont 10, ça leur demande 15 millions chacun. Et s'ils sont plus nombreux, le montant peut même baisser. C'est donc de ce sacrifice que nous parlons, que si nous avons donc 6 leaders suffisamment patriotes dans notre pays, qui sont d'anciens pédégistes et qui ont quelques moyens, ils sont capables de financer cette insurrection-là. On ne leur demande pas nécessairement de se sacrifier eux-mêmes. Ça, c'est le travail peut-être de la jeunesse, des gens comme nous qui sommes un peu suicidaires. Nous pouvons certainement nous mettre en avant pour organiser ce combat-là. Mais nos leaders ont besoin, ceux qui ont des moyens, ont besoin de ce sacrifice minimaliste pour accommoder l'élan révolutionnaire qui circule au sein de la jeunesse gabonaise aujourd'hui. L'élan révolutionnaire qui couve dans chaque famille, puisqu'il n'y a aucun doute que les Gabonais sont prêts à en découdre. Je voudrais que les gens le comprennent, parce que le peuple gabonais a montré souvent qu'il était prêt. Et moi, quand j'ai fait mon tour en août, contrairement à ceux qui disent que Mengara est venu voir les réalités du terrain et l'a abandonné, mais non, au contraire, je suis revenu du Gabon avec une motivation extrême, parce que j'ai compris que ce peuple était prêt. Ce peuple était prêt. Il se trouve simplement que ceux qui veulent vraiment s'engager dans cette voie révolutionnaire n'ont pas les moyens, donc ne peuvent pas avancer. Et ceux qui ont les moyens, bon, mi-figue, mi-raisin, ne s'engagent pas à 100% dans la voie révolutionnaire. Mais moi, je suis confiant, je suis revenu du Gabon requinqué par l'idée que ce peuple était prêt. Et maintenant que nous sommes dans les 3 mois qui nous séparent de l'élection, c'est le moment propice pour engager les formes de combat qui vont avec le combat insurrectionnel. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. C'est maintenant ou jamais. Voilà pourquoi je m'adresse aujourd'hui à nos aînés et pour leur dire, même si vous n'aimez pas Daniel Mengara, aujourd'hui, aimer Mengara ou ne pas l'aimer n'a aucune importance. Je ne suis pas l'ennemi de qui que ce soit. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le combat que nous menons est un combat qui dépasse nos égos qui nous sommes. Vous voyez, moi, je n'ai pas annoncé de candidature parce que je comprends que vouloir être président du Gabon, c'est un peu comme, on pourrait imaginer l'être primitif qui voit que de l'autre côté d'une falaise, d'un gouffre, il y a des fruits qu'il voudrait bien manger. Mais entre lui et ses fruits, il y a ce gouffre. Comment il fait? Eh bien, l'être primitif, puisque c'est de là aussi qu'est venu l'élan
de créativité qui a permis à l'homme d'inventer la technologie, de s'inventer des outils pour suppléer à son incapacité physique, ben, l'être primitif a dû à un moment s'imaginer que, puisque je ne peux pas voler, il me faut trouver le moyen de franchir ce gouffre. Et c'est comme ça qu'il imagine un pont. Donc, il va peut-être abattre un arbre qu'il fait tomber sur le gouffre, et ça lui donne un pont. Donc, être président du Gabon, c'est un peu comme cela. Entre le rêve d'être président, pour quelque opposant que ce soit, hein, de leader de l'opposition que ce soit, il y a le gouffre, donc le blocage d'Ali Bongo et du système Bongo. Ça veut donc dire qu'avant de rêver d'être président, il faut évincer ce système. Il faut évincer Ali Bongo. C'est la condition. Donc moi, je ne suis le rival de personne. Il ne faut donc pas faire comme une situation un peu bizarre, hein, où, imaginons une situation où votre maison serait en train de brûler. Votre maison est en train de brûler et vous-même, vous n'avez pas le courage d'y aller, alors qu'on vous dit qu'il y a votre maman qui est dedans, comme elle ne peut pas marcher, il n'y a que vous qui pouvez entrer pour la sauver. Vous n'avez donc pas le courage parce qu'il y a des flammes et pourtant, on est encore capable de la sauver. Donc Daniel Mengara arrive pour vous dire, écoute, cher ami, écoute, donne-moi la clé que moi j'entre dans ta maison, essayer de sauver ta maman. La maison brûle, mais je vais prendre le risque de sauver ta maman. Mais le gars dirait à Mengara, non, je ne te donne pas mes clés parce que tu m'avais insulté l'autre jour. Évidemment, en me privant de ses clés, il laisse sa propre maman brûler. C'est un peu de cela que nous parlons aujourd'hui. Il y en a qui vous ont dit que Mengara, ceci, insulte les gens. Je ne vois pas techniquement qui j'ai insulté. Et même si c'était le cas, le Gabon dépasse Mengara. Ne laissez pas votre maman brûler parce que vous n'aimez pas Mengara. Donnez les clés pour que nous sauvions votre maman. Dans le cas du Gabon, c'est la même chose. Nous n'allons pas laisser le Gabon aux mains d'Ali Bongo parce qu'on dit que Mengara ceci. Je ne suis que un Gabonais comme tant d'autres. Modeste, dans ma vie, je ne suis pas riche. Mais j'émets des idées que j'estime sont des idées porteuses pour notre pays. C'est d'abord mon rôle en tant qu'intellectuel. Je ne suis pas un homme politique comme certains l'entendent. Je suis d'abord un intellectuel qui s'exprime avec des idées. Des idées que nous savons porteuses pour notre pays. C'est mon devoir en tant qu'intellectuel. Si Dieu m'a donné ce cerveau pour un minimum de réflexion, je l'utilise, mais pour le bien commun. C'est cela le rôle primaire d'un intellectuel. Ne pas garder ses idées pour soi, mais les partager pour qu'elles soient exploitables par n'importe qui. C'est ce qui fait les grandes civilisations. Si chacun disait « mon idée m'appartient, il ne faut pas que quelqu'un y touche », le monde n'avancerait pas. C'est pour cela que je me suis fait un devoir de toujours écrire, toujours les exprimer, un peu partout, pour que ceux qui peuvent être inspirés par ces idées puissent agir dans le sens que ces idées recommandent. Les grandes révolutions dans le monde se sont souvent inspirées des idées des gens, mais ça n'a jamais voulu dire que ces gens eux-mêmes devaient s'impliquer dans ce qu'ils disaient. C'est plutôt que, bon, voilà, ils ont dit des choses intéressantes, certains s'en sont inspirés, et voilà, ça a produit des résultats intéressants. Nous parlons souvent de Gene Sharp, cet Américain, politologue, qui a écrit donc, de la dictature à la démocratie, ce livre intéressant qui a inspiré les printemps arabes. Alors, c'est le rôle de l'intellectuel avant tout d'exprimer cela. Mais évidemment, il y en a qui vont se poser la question, mais oui, vous Mengara et vous autres, la DTE dans la diaspora, vous faites quoi? Nous, on dit c'est simple. Si nous arrivons à convaincre nos aînés de réunir les 150 millions, le jour où on a les 150 millions, nous serons au Gabon avec eux, à leur côté, pour mener ce combat ensemble. Nous serons au Gabon avec eux pour mener ce combat ensemble cet été même. Nous sommes déjà plus ou moins prêts à descendre au Gabon. Nous attendons simplement que ce budget soit rassemblé de manière à nous permettre de descendre au pays, mener ce combat. Nous sommes convaincus que c'est un combat qui ne va pas durer plus d'un mois. Il faut court-circuiter Ali Bongo. Cela est entièrement possible en une période de temps assez courte si tout le monde se mobilise pour cela. Nous recommandons donc la mise en place immédiate
si possible, donc de cette caisse insurrectionnelle pour permettre à ce combat DTE de se déployer. Donc, nous allons mener dans les jours qui viennent des consultations avec le leadership qui fait partie de ce qu'on appelle la frange radicale de l'opposition, puisque voilà, il y a des électoralistes et tout le reste, mais nous parlerons primordialement à ceux qui sont capables de faire avancer le combat DTE. Donc, nous ferons la ronde de ces leaders, allons consulter autour de ce plan d'assemblée constituante de manière à propulser les idées fortes de ce plan, les mettre en place dans le cadre d'un organigramme politique. Donc cet organigramme qui va permettre donc d'avoir un calendrier concret que nous recommandons ne doit pas dépasser le 15 juillet. Nous voudrions que si tout se passe bien, l'Assemblée constituante doit se tenir le 15 juillet, parce que c'est la meilleure date intermédiaire entre maintenant et la date annoncée des élections. Donc si nous le faisons très bien, d'ici le 15 juillet, il est possible qu'on n'entende plus dire à la fin du mois de juillet qu'il y a un président au Gabon qui s'appelle Ali Bongo Ondimba. À mon avis. Le combat est très gagnable, on peut le gagner assez facilement, mais ça va demander un minimum d'efforts, un minimum de détermination, un minimum de courage de la part de tous. Et nous-mêmes qui sommes donc dans la diaspora, nous descendrons au Gabon pour ce combat-là. Mais nous voulons être dans une dynamique qui ferait que tous les leaders là que nous voyons dans l'Union sacrée, le Front, on soit dans une délégation forte de leaders allant dans les provinces ensemble vendre la révolution aux Gabonais, vendre la bagarre, parce qu'il ne s'agira plus de parler politique. Nous parlerons de la bagarre. Nous dirons que dans ce Gabon, personne n'a décidé qu'un homme, en plus, qui n'a pas d'identité réelle, qui a 1000 actes de naissance, qui ne sait donc même pas qui il est, prenne en otage notre pays. Nous dirons aux Gabonais que nous n'accepterons pas qu'une seule famille s'accapare la nation, le pays, déjà pendant 50 ans. Et si on laisse Ali Bongo perdurer, c'est au moins 70 ans du pouvoir d'une seule famille qu'on aura au Gabon. Personne n'a dit que le Gabon appartenait au Bongo, qu'ils étaient les seuls à pouvoir diriger ce pays. Nous n'accepterons pas cela. Nous sommes donc prêts à engager ce combat. Ce combat-là, il est gagnable, pourvu que chacun comprenne le rôle qu'il peut y jouer. Ceux qui ont de l'argent, comme nos leaders, doivent pouvoir sacrifier un peu, peut-être pour s'assurer à eux-mêmes même la possibilité d'être président du Gabon de demain, parce que les Gabonais leur reconnaîtront ce sacrifice. Pour nous autres qui n'avons pas les moyens, nous n'avons que le sacrifice de nous-mêmes. Ça veut donc dire descendre sur le terrain aux côtés des leaders et nous battre. Apporter la plus-value qui peut manquer ici et là, chacun faisant bien ce qu'il sait faire. Chacun apportant sa contribution avec les moyens dont il dispose. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous disons que l'espoir existe. Ali Bongo peut être chassé. Ça nous prendra peut-être 2-3 semaines si on fait bien les choses. Mais ça demande la manière, l'organisation. On ne peut plus improviser la révolution. La révolution ne se passe pas simplement parce qu'on a invité les Gabonais à un meeting à Rio. Vous avez vu l'exemple avec Mboulbeka. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Elle ne dépend pas d'un seul meeting. Elle ne peut pas dépendre d'un seul meeting. Elle doit dépendre d'un processus de mobilisation qui présente clairement les enjeux. Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Par quel mécanisme? On doit parler aux Gabonais de ce mécanisme, leur décrire exactement comment ça va se passer. Et on n'a pas besoin pour ça de formules secrètes. Parce qu'en réalité, dans la défiance et la désobéissance civile, il n'y a pas de secret, il n'y a que la confrontation. Ça veut donc dire que notre leadership doit adopter le langage de la bagarre. Si on veut casser la gueule à quelqu'un, on lui dit « on te casse la gueule ». C'est comme ça qu'on parle quand on veut la bagarre. Et nous, on a décidé qu'Ali Bongo ne peut plus perdurer au Gabon. Et la seule manière d'en finir, c'est d'engager la bagarre. Qu'on lui dise que quelqu'un qui n'a pas d'origine fixe ne peut pas venir faire le bandit chez les Gabonais, ça n'a pas de sens.
On lui montre qui est plus bandit que qui. S'il veut être bandit, on sera bandit et on verra le bandit qui est le plus fort. Mais nous pensons que Ali Bongo ne peut pas gagner un combat contre le peuple gabonais. Aucun dictateur n'a jamais réellement gagné de combat contre son peuple quand son peuple a décidé qu'il en avait assez. C'est donc à nous de dire exactement au peuple ce que nous attendons de lui. C'est aux leaders de l'opposition radicale de dire exactement au peuple ce qu'ils attendent de lui. Voilà pourquoi j'ai envie de rendre hommage aux leaders d'abord de l'Union nationale, et notamment au président Miboto d'abord, Miboto, que certains dénigrent, mais en qui j'ai trouvé une posture intéressante, dans la mesure où, en tant que leader du premier parti d'opposition gabonaise, il a gardé le calme, malgré les tentatives de destruction de l'Union nationale qui ont été organisées par, il faut le dire, le camp Ping, malgré la haine que Ping voue à cette famille Miboto, malgré l'OPA, qui a été engagé pour détruire l'Union nationale, M. Miboto a gardé la tête froide. Il a mené son parti à un congrès qui a resserré un peu les rangs de son leadership et a calmé les esprits autour de la question électorale. Et je pense que ce petit timing-là, ce petit moment de retenue a permis de sauvegarder le potentiel de la DTE au Gabon. Nous devons donc reconnaître à César ce qui est à César. Là, M. Miboto a montré qu'il était patriote. Déjà qu'on n'en doutait jamais, on n'en a jamais douté. M. Miboto, il faut le reconnaître, a sacrifié son propre parti, l'UGDD qu'il avait créé à l'époque, en 2005 je pense. Il l'a sacrifié pour permettre la création de l'Union nationale. Là encore, c'est un bon exemple de sacrifice qui a fait qu'il ait mis de côté son ego. Il aurait pu simplement demander aux autres d'adhérer à son parti, et puis voilà. Mais il a choisi, il a accepté de dissoudre l'UGDD pour permettre la création d'un parti de consensus qu'ils ont appelé l'Union nationale. Donc on doit lui reconnaître. On doit lui reconnaître que c'est un patriote. Et si l'Union nationale ne s'est pas encore engagée dans le langage électoraliste, c'est justement parce que M. Miboto a su garder son sang-froid sur ce sujet et permis au débat de la destitution de persévérer. Il faut aussi remercier donc Moukani Ouangou, Luc Bengonossi et tous ceux qui ont maintenu la flamme du combat DTE au Gabon et qui ont même mené à la création de cette union sacrée qui est un peu le groupe qui défend tant bien que mal les idéaux de la destitution d'Ali Bongo. Saluons aussi le front de Kombila pour l'effort, puisque plus ou moins c'est les mêmes membres dans les deux groupes, mais l'effort qu'ils ont fait de maintenir également la pression autour des idées DTE, à mon avis, est salutaire. Il faut leur reconnaître ce travail. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que toutes ces choses, toutes ces énergies soient organisées autour d'un plan infaillible, construit autour de l'idée d'une assemblée constituante, assemblée qui se situera dans l'espace et le temps, dans l'histoire, dans un moment de l'histoire important, et vers laquelle tout le monde va aspirer pour le changement que nous attendons. Voilà pourquoi ma conversation aujourd'hui doit se conclure par un appel à tous à la vigilance. Vigilance contre les électoralistes qui veulent en réalité nous entraîner dans le débat des élections, nous éloigner du débat de la confrontation parce qu'ils savent qu'en réalité, leurs arrangements avec Ali Bongo, vont forcément mener à la réélection et au maintien d'Ali Bongo au pouvoir. Mais ça, nous les Gabonais, nous n'en voulons plus. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et rejeter le discours électoraliste. Nous devons rejeter aussi le discours du boycott parce que nous ne voulons pas du tout boycotter. Nous voulons empêcher l'élection. C'est cela qui est important de comprendre. Nous voulons empêcher l'élection, il faut le comprendre. Et nous voulons nous organiser pour la prise de pouvoir. Parce que vous savez, encore une fois,
On peut aller à toutes les élections contre Ali Bongo et le système Bongo, on les perdra et c'est Ali Bongo qui proclamera toujours sa victoire et qui conservera le pouvoir. Nous ne voulons plus nous contenter de l'autosatisfaction qui dit « ouais, nous sommes les présidents du PNUD, les présidents élus de ceci, présidents élus de cela ». Ça fait une belle jambe aux Gabonais de savoir qu'on a des présidents élus mais qui n'accèdent jamais au pouvoir. Il faut qu'on arrête avec ça. Voilà pourquoi nous sommes pour la méthode forte. Il faut prendre le pouvoir. Le peuple doit prendre le pouvoir. Mais ce peuple ne peut prendre le pouvoir que si il n'y a pas de quiproquo entre ce peuple et son opposition. Moi, j'estime que notre peuple et l'opposition ont souvent vécu ce quiproquo-là. Ce que j'appelle un quiproquo politique. Le peuple a toujours attendu des mots d'ordre forts de son opposition. Ces mots d'ordre ne sont réellement jamais venus de manière cohérente. Mais d'autre part, l'opposition attend du peuple qui se soulève tout seul. Mais moi, je dis souvent que le peuple n'est pas un corps unifié. Le peuple n'a pas la télépathie pour savoir ce que le voisin pense. Le peuple ne peut donc pas décider comme ça tout seul de se soulever. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut un canal, quelque chose qui canalise les aspirations du peuple, qui les consolide et qui les ventile de manière à ce que ceux qui partagent les mêmes idées se retrouvent. Et il n'y a que les leaders pour ventiler les idées les plus partagées. Quand les peuples suivent donc des leaders, c'est parce qu'ils voient en ces leaders le point focal des idées qu'ils partagent déjà. C'est ce qu'on appelle la mobilisation. Comme le peuple ne peut pas aller à tous ses voisins pour savoir qui pense quoi, tout ce qu'il fera, c'est se retrouver dans des meetings où le leadership a essentialisé les idées que tous partagent. Et quand ils sont à ces meetings, ils se retrouvent là parce qu'ils sont en totale symbiose avec les idées qui sont ventilées par cette frange de l'opposition ou celle-là. Ça veut donc dire que la question du leadership est centrale, mais nous voulons d'un leadership qui parle le langage de la franchise, qui dit la vérité, qui demande au peuple de comprendre les enjeux et de comprendre surtout que le changement au Gabon ne viendra pas par le miracle de Jésus-Christ. Le changement au Gabon ne viendra pas par la bonne volonté des Bongos. Ce ne sont pas les Martiens qui viendront nous libérer à notre place, ni les carnets d'adresse. Parce qu'il y en a qui vendent les carnets d'adresse, mais les carnets d'adresse n'ont jamais changé un pays. Ce qui change un pays, c'est la volonté populaire. Dès lors que nous serons dans les rues pour dire voilà ce que nous voulons, nous imposerons notre volonté. Et c'est comme ça que le changement viendra. Donc, le changement ne peut venir au Gabon que par la force démocratique de la rue. Et c'est à cela que je voulais vous convier aujourd'hui, chers compatriotes. C'est à cette démocratie de la rue que je voulais que nous pensions ensemble. Nous, de la diaspora, on arrive. Tout ce qu'on attend de nos aînés, nos leaders là, qui sont un peu nantis, c'est de mettre des moyens dans la caisse des TE. Mais nous serons là, parce que si ces moyens sont mis à la disposition des Gabonais, je crois que les jours d'Ali Bongo sont comptés. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, la conversation que j'ai voulu avoir aujourd'hui avec vous, doit également être comprise comme le message de l'espoir. L'idée que le peuple gabonais peut lui-même se défaire de son dictateur. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit d'autre. Personne ne viendra d'ailleurs pour nous aider dans ce combat. C'est à nous de montrer, comme l'avait dit Obama, que nous voulons vraiment ce changement. Et vous verrez que ça soit la France ou les États-Unis, ils seront effectivement à nos côtés. Parce que quand le peuple, comme au Burkina Faso, affirme sa volonté, personne ne peut s'y opposer. Vive le Gabon, vive la Nouvelle République. Je vous remercie.